Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du parti unique de fait. On avait déjà commencé pendant notre dernier cours, avant l'interruption, de parler de deux types de partis uniques. On avait dit que la majorité des États africains ont adopté le parti unique. Il y avait deux types de partis, le parti unique de fait et le parti unique de droit. On avait commencé à parler du parti unique de fait avant l'interruption des cours, et on avait donné l'exemple d'un État nationaliste proche de l'Occident qui était la Côte d'Ivoire. Dans ce cours, on va parler du parti unique de fait, mais d'inspiration idéologique. Donc ça veut dire qu'on va parler d'un État socialiste. Notre deuxième exemple de parti unique de fait est la Guinée. La Guinée est un État francophone situé en Afrique occidentale, comme vous le voyez sur la carte. C'est un pays qui a obtenu son indépendance en 1958 sous la direction du président Ahmed Sékou Touré. Lorsqu'on avait évoqué le cas de la Côte d'Ivoire, on avait parlé d'une conception pragmatique qui justifiait l'abandon du multipartisme et l'adoption du parti unique. Ici, dans le cas de la Guinée, on est en présence d'une conception idéologique d'inspiration marxiste ou d'inspiration socialiste qui faisait du parti unique l'instrument de la société vers l'idéal socialiste. Ça veut dire l'instrument ou le moyen de la société pour appliquer le socialisme. Dans cette optique, ou dans cette conception, le droit constitutionnel libéral, qui a été hérité de la colonisation française, ne pouvait fournir la vision de l'avenir, car elle représente le droit du passé. Sous le président Sékou Touré, le Parti démocratique guinéen, qui est le parti du président, dominait toutes les institutions de l'État. L'idéologie socialiste totalitaire adoptée par le régime plaçait la légalité formelle, issue de la Constitution, dans la dépendance permanente de la légalité révolutionnaire, c'est-à-dire la légalité socialiste. La Constitution était déclassée dans la hiérarchie des normes au nom de la primauté idéologique du parti présidentiel. Ça veut dire, en fait, que les principes suprêmes étaient l'idéologie, mais pas la Constitution. Ce que disait la Constitution était moins important que ce que stipulait l'idéologie socialiste du régime. C'est pour cette raison que le président n'était nullement gêné par la Constitution de 1958 qui a préparé le pays à l'indépendance et qui évoquait le multipartisme. C'était pour lui un document d'archives dont la valeur tenait à son histoire plutôt qu'à son contenu. Le parti unique qui s'identifiait au peuple avait la légitimité suprême, et puisque le parti ne s'exprime qu'à travers son chef, qui est le président, donc Sékou Touré décidait à tout moment de ce qui est permis ou de ce qui est interdit. Donc en fait, le parti présidentiel et l'idéologie de ce parti avait la légitimité suprême au-dessus de la Constitution. On va maintenant aborder la deuxième partie de ce cours qui concerne le deuxième type de parti unique, c'est-à-dire le parti unique de droit. Ici, on va trouver que les chefs d'État ou les régimes politiques en place vont modifier leur constitution qui était héritée de l'époque coloniale pour y introduire le parti unique et supprimer la référence au multipartisme et au régime et au système parlementaire. Au fil du temps, avec le passage des années, les dirigeants africains
avaient de moins en moins de scrupules, c'est-à-dire moins en moins de problèmes, de difficultés à prendre à leur compte l'abandon du multipartisme et l'adoption du parti unique. Donc, ils vont modifier, changer les constitutions qui étaient héritées de l'époque de l'indépendance pour y inclure la référence au parti unique et supprimer la référence au multipartisme. Ce constat concerne essentiellement, mais pas exclusivement, les chefs d'État qui sont venus au pouvoir, qui ont été portés au pouvoir par des coups d'État militaires. Ces chefs d'État voulaient en fait réduire le poids de l'armée dans le pouvoir. Donc ils se soucient, ils s'intéressent à assurer la relève de l'armée dont ils ne veulent pas être dépendants. Ça veut dire qu'ils veulent réduire en fait l'influence de l'armée une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc ils vont créer des partis politiques qu'on appelle bureaucratiques dont la mission est d'encadrer la population. C'est-à-dire, au lieu d'être vraiment des partis politiques qui mobilisent la population, il s'agit en fait d'encadrer et de contrôler la population en faveur du régime en place. Les dirigeants africains qui étaient portés au pouvoir grâce à l'intervention de l'armée appartenaient à deux types. Le premier type concerne les dirigeants nationalistes proches de l'Occident. Pour eux, la justification de l'adoption du parti unique était d'ordre pratique, pragmatique, qui est en fait la défense ou la protection de l'unité de la nation et la promotion de son développement économique. Quant au deuxième type de dirigeants, il s'agissait de dirigeants socialistes. Leur adoption du parti unique était liée à une radicalisation idéologique d'inspiration marxiste. Ça veut dire, en fait, leur adoption de l'idéologie socialiste ou marxiste leur imposait d'adopter le parti unique comme idéologie pour gouverner le pays. Il existait en revanche une différence importante entre la première et la deuxième génération des dirigeants socialistes africains concernant l'application du socialisme. La première génération des dirigeants africains, comme par exemple Sékou Touré en Guinée, Kwame Nkrumah au Ghana ou Julius Nyerere en Tanzanie, ils étaient des théoriciens, c'est-à-dire en fait qu'ils adaptaient le socialisme, la théorie socialiste aux conditions particulières de leur pays et éviter de copier l'application du socialisme ou du marxisme-léninisme comme elle existait en Union soviétique. Inversement, les dirigeants socialistes de la deuxième génération n'avaient pas la prétention, comme la première, d'être des théoriciens. Leur adhésion ou leur adoption du marxisme-léninisme remplissait une fonction première, c'est-à-dire en fait rejeter toute forme de compétition politique, toute forme d'opposition politique. Ils avaient beaucoup plus de facilité que les dirigeants de la première génération de recuser et de rejeter le libéralisme occidental, c'est-à-dire le multipartisme, qui était considéré au nom de l'idéologie socialiste comme rétrograde, c'est-à-dire comme une idéologie dépassée par l'histoire. Ce que cherchaient ces dirigeants de la deuxième génération, c'était l'appui ou le soutien multiforme de l'Union soviétique, politique, économique et militaire. C'est pour cette raison qu'ils s'inspiraient de son modèle marxiste-léniniste. Et pour ne pas la mécontenter, je parle de l'Union soviétique, ils évitaient de faire référence au maoïsme, c'est-à-dire le socialisme appliqué en Chine, ou de faire référence à ce qu'on appelle le socialisme tiers-mondiste. C'est le type de socialisme auquel faisaient référence les dirigeants de la première génération. Pour les dirigeants de la deuxième génération, seul le marxisme-léninisme appliqué en Union soviétique était considéré comme vraiment une théorie scientifique digne d'être appliquée. Juste pour résumer, l'Afrique a donc connu deux types de partis uniques. Le parti unique de fait, qui a été imposé par les régimes en place, et le deuxième type, qui est le parti unique de droit, qui est apparu un peu plus tard à travers
la modification de la Constitution et son introduction dans cette nouvelle Constitution. Le prochain cours portera sur l'armée au pouvoir en Afrique. Ça veut dire on va parler de l'intervention de l'armée dans l'exercice du pouvoir dans le continent africain. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci.